Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Philippe Brière, un directeur artistique spécialisé dans le doublage. Donc, tu as été spécialisé dans le doublage de jeux vidéo premièrement. Mais tout doucement, du coup, tu commences à faire aussi... t'es pas en tant que directeur artistique, mais dans le live, donc les séries, films, aussi un peu de documentaires. Ouais, en synchro, c'est ça. Voilà. Donc voilà, mais du coup, je vais citer un peu les gros jeux vidéo que tu as fait pour qu'on puisse un peu te situer. Tu as dirigé The Last of Us, les deux The Last of Us, tu as dirigé les deux God of War, tu as dirigé une partie d'Overwatch, je sais pas si tu as... Quasiment. Si, le premier, c'est le premier, si, et le 2, comme ils font des mises à jour, ouais. J'ai une grande partie du 2 aussi. Okay. Le premier Spider-Man, donc, ouais. Voilà, Death Stranding. D'ailleurs, on cherchait le mot. J'ai vu, je l'ai entendu. Oui, voilà, j'étais derrière derrière l'ordinateur et je disais mais c'est Stranding, Death Stranding. En plus, on était en mode désolé pour ceux qui... Il n'y a pas de souci. Mais il est particulier comme jeu, donc c'est pas facile de se souvenir du nom du jeu. T'as dirigé Hearthstone aussi. En live, t'as dirigé Miss Education, À la recherche de l'assassin de mon père, Les Semaines Miracles et encore plein d'autres projets qui attendent d'être sortis. À venir et des choses incroyables. Merci beaucoup de m'inviter chez toi et sur ton podcast, Léna. Ça me fait très plaisir. Merci à toi d'être venue, ça me fait super plaisir. Alors on va commencer un peu par des questions perso, dans le sens où comment tu as commencé à te diriger en tant que directeur artistique, comment tout ça a commencé en fait? Waouh, ça a commencé dès tout petit, dès tout jeune, en fait vraiment tout jeune, une appétence pour l'art, la musique d'abord. Mon père, musicien, guitariste classique. Ma mère jouait très bien du piano. Mon père chantait pas mal aussi. Et donc, la musique, ça commence par ça. Artistiquement, ensuite, je me retrouve beaucoup dans des musées. Alors, je vais pas faire le coup du genre, devant des Klimt ou des Courbet. À 7 ans, j'étais en pamoison. J'étais surdouée, d'ailleurs. On allait au Petit Palais. Non, je pense, j'ai pleuré en allant au Louvre, en allant voir des reliques égyptiennes. Ma mère, qu'est-ce qu'on fait là? Mais en tout cas, il y avait vraiment une volonté, je sais pas, je le redis, une appétence artistique, profonde. Et puis ça a commencé, le premier déclic, c'est un concert. Mon père aime bien le rock et le blues, et on va voir Eddie Mitchell dans une salle de concert, et il se trouve que les places sont derrière la console de mixage. Et donc on a une belle vue sur la scène, on est vraiment au milieu, mais un tout petit peu au-dessus de la console. Et je vois deux types en train de bouger, d'appuyer sur des boutons, de faire des trucs, et je me dis, oulala, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui m'intéresse là-dedans. Tu vois ? Ça a commencé comme ça. Et donc j'ai commencé à m'intéresser quand mon père a acheté un synthétiseur, il a ramené un synthétiseur aujourd'hui à maman à la maison, et il l'a connecté avec un ordinateur, et ça a fait de la musique assistée par ordinateur. Donc là dans ma tête, explosion, deuxième explosion, et ça a fait petit à petit, bout par bout, et puis il y a eu le troisième déclic, je dirais, je suis devant une pièce de théâtre. Alors le nom m'échappe à chaque fois, et ce qui m'avait marqué profondément, c'était... je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais c'était la mise en scène. D'accord. Je trouvais ça formidable. Les gens avaient des têtes d'animaux, à un moment donné, ils les enlevaient, il y avait des tirs, il y avait des choses, et c'était formidable. Et je me souviens que cette pièce m'avait tellement plu, je suis sorti de là en me disant, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais un jour, il y aura quelque chose qui se passera là-dedans, ou avec des gens là-dedans. Avec des intuitions. Des intuitions, en disant, en tout cas, j'ai peut-être tout fait pour aller vers ce métier artistique. Et puis le dernier déclic, puisque tu parlais de jeux vidéo, là je vais dire un truc très très personnel. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Mon père, aussi un petit peu geek de son époque, installe des jeux. Et puis un jour, on me file un jeu qui s'appelle Lost Eden, avec une bande-son formidable et une musique. D'ailleurs, j'avais même acheté le CD. Et ce jeu me transporte. Mais à l'époque, il n'y avait que les versions anglaises. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais, moi, avec les jeux vidéo. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas encore de doublage... Il n'y avait pas de doublage français, très peu, et de traduction française. Ok. Et moi, je me souviens, j'avais les jeux, et ensuite, il y a eu les traductions qui sont arrivées, parce que mon père avait donc un réseau d'informaticiens, et donc j'avais des jeux, mais en anglais. Je les avais en anglais, et ensuite, les traductions sont arrivées. Mais d'abord, j'ai eu ce jeu en anglais. Donc, j'avais les personnages du jeu qui parlaient en anglais. C'était sous-titré en français, certes. Et je sais plus pourquoi, comment, je me retrouve chez un copain, 1 an plus tard. Il me dit, tiens, je suis en train de jouer à un jeu terrible. Il me met le jeu, et c'est Lost Eden. Mais Lost Eden en français. Et donc là, je dis, mais attends, comment ça, tu l'as en français? Le doublage est en français? Voilà. Et donc, dès ce moment-là, je m'en suis souvenu, je me suis dit, putain, c'est fou. Et il y a eu un déclic, je me suis dit,
putain, il y a aussi des doublages, mais c'est incroyable, et comment ils font, etc. Et à partir de ce moment-là, je crois que tout ça, tu vois, tu mets ça dans une sorte de gros shaker, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est marrant parce que tes déclics, je trouve que ça comporte toujours un aspect de la direction artistique. Exact, ouais. La mise en scène, le fait d'être derrière une étape de mixage. Bah, tu vois, c'est trop marrant. En fait, tu les as assemblés. C'est ça. Il n'y a pas de surprise. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'était là. C'était offert à moi. C'est ma vie, la chance, des rencontres. Et tout s'est matérialisé comme ça. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Donc, comment tu te diriges tout doucement au son, à la direction artistique de jeux vidéo? Comment ça se passe le début de parcours à ce moment-là? Une école d'audiovisuel. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu faire une école privée et qui m'a amené à travailler sur tous les aspects de l'audiovisuel. Donc, j'ai appris à cadrer, à mettre en lumière, à réaliser et à faire le son. En gros, hein, plus ou moins. Ça faisait travailler ta polyvalence. Exactement. Le scénario, on avait plein de cours. Et puis, un jour, je rencontre un professeur de... Qu'est-ce que c'est? Professeur de musicologie. Et il est formidable, cet homme-là. Il me passionne, il parle de musique, c'est extraordinaire. Ouais. Il avait écrit, c'est un compositeur. Et il me prend un peu sous son aile. Il voit que j'aime bien la musique. J'ai une grosse formation. Enfin, j'ai beaucoup écouté de musique classique. J'aime beaucoup la musique classique. Bach, tout en haut. Voilà. Et je lui cite Bach comme premier compositeur. Je me souviens encore, on est tous en classe, là, et il dit qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Et je lui dis, moi j'écoute Bach, j'aime bien Bach. Et tout le monde se moque un peu de moi, Bach. Et je lui dis, non mais c'est vrai, c'est ce que j'aime, quoi. Et Chopin aussi, mais Bach vraiment. Et donc il dit, tiens, c'est mec, un jeune qui dit Bach, c'est pas normal, enfin, c'est un peu bizarre. Et il m'apprend plein de choses. Il me donne plein de pistes. Et je crois que c'est comme ça que c'est un petit peu vraiment donné. Je me suis dit, c'est là que ça a germé. Voilà, c'est là que ça a germé. Je me suis dit, ok, je pense que je vais aller par là, vers le son. Donc je finis l'école et je prends la spécialisation son pour continuer et dire, je vais essayer de devenir ingénieur du son. Voilà. Et j'ai de la chance. Je chope un super stage qui me fait rencontrer quelqu'un et qui me dit, tiens, j'ai un numéro. C'est le numéro de la boss de la société qui s'appelle La Marque Rose. Appelle-la de ma part. Ok. Et ça a commencé comme ça. Ok. Et donc, du coup, tu fais tes premiers pas à La Marque Rose. Comment tu te frayes ta petite place? Comment ça se passe? Pas si mal que ça. J'ai pas apporté de café. Une fois ou deux, si. Mais j'ai apporté des scripts. On faisait des documentaires et j'ai apporté ces scripts. Il y avait 3 scripts à l'époque. Il y avait le script de l'ingénieur du son, du directeur artistique et du comédien. Donc j'avais des tonnes de papier et je prenais tout ça dans mon sac à dos. J'allais dans un autre studio, je leur apportais des scripts. Ensuite, ils enregistraient les pistes de voix, ils les gravaient sur CD, je revenais et j'ai fait ça. En fait, j'ai fait beaucoup d'éditions de sons, tu vois, éditer, couper, faire un petit prémix, avant qu'un jour on me laisse la chance d'enregistrer. J'ai beaucoup assisté. Ok. Voilà. Et donc, tu apprenais un peu sur le tas, tu observais un peu comment le directeur artistique faisait. Et donc, comme j'étais en séance, je voyais tous les comédiens débarquer. Je voyais les DA, je voyais tout ça. Et en fait, tout ça, ça m'a donné une envie folle de faire partie de ce monde. Puis, comme il faisait beaucoup de jeux vidéo à La Marque Rose, l'activité principale, c'était la publicité pour la télévision et la radio, mais le doublage en jeux vidéo. Ouais. Et donc, moi, j'arrive là-dedans et je dis, c'est vous qui avez fait ça, c'est vous qui avez fait ça. Donc, c'est le paradis pour moi. Okay. Et je vais tout faire pour rester ici, tu vois. Ok. Donc, je me donne à 200%. Et je me dis, je vais tout faire pour essayer de rester là et d'avoir un contrat. Et on m'a proposé un CDD puis un CDI. Ok, voilà. Trop bien. Est-ce que, juste pour l'anecdote, c'est là qu'ils avaient enregistré le jeu dont tu parlais Lost Eden, je crois pas. Ok. En fait, non. Mais ça aurait été une belle boucle. Non, mais en fait, ils avaient enregistré un autre jeu vidéo dont j'adorais la version française. C'est Jean-Claude Donda qui faisait la voix. Ça s'appelait Sam et Max. Ok. Et c'est lui qui faisait les 2 personnages. Il faisait les 2. Il faisait l'espèce de petite souris et le chien. Et quand je l'ai rencontré, j'ai fait c'est toi. J'étais un peu c'est toi qui as fait la voix, etc. Il me dit oui, on avait enregistré. On savait pas trop ce que c'était comme jeu vidéo, etc. J'étais tout content. Et là, j'ai rencontré tout le monde, tu vois, tous les comédiens qui avaient fait des super voix sur les jeux vidéo. Ça, c'était formidable. Mais comment, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça, mais je trouve qu'il y a un truc intéressant de pouvoir ne pas se glisser dans la peau d'un fan quand tu travailles avec des gens dont c'est super dur.
C'est super dur. Parce que, et justement, je m'en souviens très très bien. Qui c'est qui était venu? Il y avait une super grosse star qui est venue un jour enregistrer, et donc tout était fermé, etc. Et je l'ai vu sur Monica Bellucci, voilà, qui venait. T'as Et vu moi, Monica Bellucci? Non, mais pour moi, c'est la femme de ma vie. femme parfaite, Ouais. tout, voilà. Et elle venait de faire un truc dans les Matrix, là, ça devait être en 2003 ou 2004, je sais plus. Elle venait de faire le film, là, Matrix Reload ou Révolution, je sais plus. Et donc, il y a eu un jeu vidéo. Et elle venait s'enregistrer. Chez nous, vu que c'était la version anglaise, elle venait s'enregistrer. Et donc, elle était enceinte. Et donc, j'ai vu Monica Bellucci enceinte. Et effectivement, j'avais Monica Bellucci. Et en fait, il fallait faire bonjour, Fallait faire genre. enchanté. J'avais pas pu assister à la séance parce que c'était bloqué, mais en tout cas, elle est sortie pour je sais plus pourquoi faire. Et donc, j'avais été là, bonjour, tu vois, un peu normal. Ouais, c'est Monica Bellucci, tout va bien. Voilà, il y en a eu plein de gens et il fallait faire normal. Et c'est J'adore cette anecdote, elle est trop marrante. La Monica Bellucci quand même. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Et voilà, donc très peu d'interactions. Mais le premier qui m'a vraiment étonné, c'est Patrick Borg. Alors Patrick Borg, c'est la voix de Sangoku adulte, et il venait faire des documentaires. Et donc, il vient en studio, il enregistre, et moi j'entends sa voix, je fais Charlie Sheen, machin, et donc ça commence à popper. Puis je connais, à un moment donné, tu connais les noms, j'étais un peu fan quand même, et je suis en train d'installer le micro, tu vois, je suis en train de lui mettre la position de micro, je lui dis c'est super ce que vous avez fait, et je reste un peu sérieux, tu vois, mais je dis vraiment bravo pour toute votre carrière, etc. Et il me dit oh bah t'es mignon, toi, il est super sympa, et il me dit allez, cadeau, et il me fait un Kamehameha. En direct pour moi dans le studio, mais il le fait vraiment il fait Kamehameha, et il le fait avec le geste, et là je suis là, j'en ai encore des frissons, je jure, vraiment j'étais là, j'ai fait putain mais c'est que pour moi, c'est trop bien, c'est trop. Il était super gentil, et comme c'était bienveillant et sympathique, ça s'est passé tout seul, et puis après voilà. Mais j'imagine trop la scène de film où il te le fait et t'as les cheveux qui volent, tu vois. Mais il est devant moi, il est tout en jaune, il se transforme en super guerrier, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire? Et donc j'étais là, j'ai dit mais c'est merveilleux, et à partir de là j'ai fait ok, bon allez, là faut qu'on se calme, on va se calmer, tout va bien, et puis c'est arrivé petit à petit, voilà. Mais en fait, ce qui est très drôle dans ce métier, c'est que tu peux être amené à rencontrer des célébrités, des personnalités, etc. Et il y a ce truc ce consensus où on est tous très normaux, tu vois, oui, non, mais c'est un collègue de travail. Exactement. Et c'est très arrivé plein de fois en plus. Est-ce que tu as eu d'autres anecdotes comme ça avec des personnalités qui se sont venues doubler Pas trop, il y a eu 2-3 moments où j'aurais pu, et puis ça s'est pas fait, donc voilà, mais j'ai rencontré plein de monde, plein de gens, il n'y a pas eu de super anecdotes. À chaque fois, en fait, j'ai toujours fait ça de manière très naturelle. Quand j'ai vu quelqu'un, si ça amène à serrer une main, bonjour, très naturellement, j'ai rencontré plein de journalistes. J'avais rencontré Jean-Claude Boutier, qui est un boxeur. Alors ça, c'est vraiment un petit mieux, mais un grand boxeur français, qui a eu un petit palmarès. Et c'est vrai que de le rencontrer, j'avais un oncle qui adorait ce boxeur. Et quand je lui avais dit que j'avais rencontré Jean-Claude Boutier, il a fait quoi? C'est incroyable, il est impressionnant ce monsieur. Et c'est vrai qu'il il avait, je sais plus, 75 ans. Et c'était déjà un type, tu sentais le sportif, le boxeur, une poignée de main incroyable. Et moi, j'étais content, c'est ça, de faire partie. C'était un journaliste sportif de Canal et tout. Donc, il y avait des gens comme ça qui gravitaient autour. Mais comme j'ai appris, en fait, tu posais tout à l'heure, tu en parlais, il fallait agir de manière très professionnelle. Ouais. Et c'est ce qu'ils aiment. Naturel. Ils n'ont pas envie d'être... Mais si tu arrives à détendre et que tu es très professionnel... Moi, je me souviens que j'ai eu ça avec un footballeur, Franck Sauzet, qui avait fait des commentaires pour FIFA, pour 2 versions de FIFA ou 3. Et on est allé au restaurant et il a commencé à me parler de sa vie et de sa passion pour les abeilles et les ruches, tu vois. Donc, ça veut dire que quelque part, il m'avait un peu adoubé et qu'il m'avait dit, bon, ben voilà, je travaille avec lui, il est sympathique et on échange sur la vie de tous les jours. Complètement. Voilà. Mais aussi, je pense aussi que quand t'agis pas en fan, tu te hisses au même niveau que ces personnes-là. Parce que je pense que si quand t'es en mode vraiment fan, groupie et tout, inconsciemment, t'as ce truc où hiérarchiquement t'es un peu en dessous. Oui, peut-être, oui. Enfin, en tout cas, si tu fais preuve de gentillesse, la plupart du temps, ça se passe bien. Ouais. Voilà. Et si t'es pas trop flippant aussi et que tu poses pas de questions. Oui, c'est sûr. Voilà. Moi, j'ai bien aimé ces moments-là. Ok. Est-ce qu'au début de ta carrière en tant que directeur artistique, t'as eu un moment où tu t'es dit
oh putain, ça, je suis exactement là où je dois être. Un truc où tu t'es senti complètement aligné avec où tu étais, qui tu étais, le métier que tu faisais. Ouais, c'est pas arrivé beaucoup de fois, mais en jeu vidéo, ça a dû m'arriver 2-3 fois. Mais c'est surtout là récemment, quand j'ai commencé à faire de la synchro, parce que je faisais quand même un bond assez énorme. C'est-à-dire que j'ai quitté une société où tout se passait très bien, où j'avais des très beaux projets, à une place de saltimbanque jetée dans le grand milieu des intermittents du spectacle, où, comme le nom le dit, enfin, le mot le dit, c'est intermittent, donc je ne travaillerai pas tous les jours. Et je me retrouve à un moment donné dans un grand studio, sur une très grosse série, par un très très gros on va dire, le plus gros. Est-ce que tu peux juste définir la différence entre doublage de jeu, directeur artistique de jeux vidéo et de live genre Alors en synchro, c'est que tu vas bosser sur des séries ou des films qui vont passer sur des plateformes comme Netflix, Disney+, Amazon Prime. Alors que le jeu vidéo, c'est vraiment propre à un studio dans le jeu vidéo qui va sortir. Puis la façon de travailler, elle est complètement différente aussi. Tout à fait. Là, je suis vraiment dans un auditorium. Et il faut imaginer l'auditorium, il faut imaginer les personnes qui vont écouter, c'est comme une salle de cinéma. Les très grands, c'est comme une salle de cinéma, pour justement avoir la même écoute. Donc je suis dans un studio, dans cet immense auditorium, c'est fou. Et je pilote donc le projet, et je suis avec l'ingénieur du son, je suis en train de diriger l'acteur, je lui explique l'histoire, on fait le doublage, etc. Et je peux très bien dire le nom du comédien, c'est Jean-Paul Pitolin. Et je dis à l'ingénieur du son, tiens, remontre-moi la boucle en français avec l'autre. Et il me montre ça. Et donc, pour la première fois, je vois le doublage avec un pré-mixage qui est quasiment celui qui va et je vois comme au cinéma. J'entends avec le son du cinéma. Et je me retourne vers Jean-Paul, je dis merci. Et il me dit, mais non, c'est moi qui te remercie. Et là, d'un coup, je me dis, ok, c'est bon. Là, je suis vraiment à ma place. Là, je sens que l'impact que j'ai en disant, tiens, cette prise-là, je voudrais que tu la fasses plus comme ça, parce qu'écoute ce qu'il fait en anglais, et là, tu amènes du mouvement. Le comédien se retourne vers moi et me dit, ok, là, c'est intéressant. On fait la prise, et donc là, en fait, j'ai un impact direct sur le résultat final, puisque c'est un choix du DA en disant, écoute bien, j'ai senti quelque chose que lui n'avait pas vu, on le fait, ça marche, et c'est la boucle, c'est ce qui va rester dans le film. Okay. Et là, j'ai dit, ok, c'est bon. C'est bon, j'y suis, c'est là. C'est le premier moment où ça m'est arrivé. Et il y en a eu d'autres après, mais vraiment, c'est le premier moment. Ok, ça marche. Mais oui, parce qu'en fait, le doublage de jeux vidéo, c'est aussi particulier. T'as pas de support visuel, t'as pas... Pendant tellement longtemps, on n'en a pas eu, mais genre, pendant presque 10 ans, on n'avait rien. Alors, encore, ceux qui ont connu l'époque d'avant, ils avaient encore, alors là, pour le coup, il n'y a rien. Ils avaient même pas, ils avaient 3 lignes sur un bout de fichier, sur un bout de papier Word, il n'y avait pas d'image, on ne savait pas ce qu'on faisait. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, et c'est en ça, on pourra en parler si tu veux un peu plus tard après. C'est en ça que quand je suis arrivé dans la direction artistique de jeux vidéo, je me suis fait une sorte de promesse en me disant il faut qu'on fasse mûrir le jeu vidéo, le doublage français dans le jeu vidéo. Il faut qu'on le fasse grandir. On ne peut plus rester dans ces vieilles techniques où on imagine que, on pense que. On doit avoir un support d'image, on doit avoir plus de scénarios, on doit comprendre qui sont les personnages pour que le comédien puisse nourrir son jeu. Sinon, si on dit t'es une espèce de souris, tu parles à des dragons à un moment donné, imagine une forêt un peu tropicale, voilà, et t'entends une voix en anglais, et donc le comédien il va faire ce qu'il peut avec un texte français et il doit caler sur le fichier, donc c'est affreux. Et à la fin, quand le jeu sort, tu vois les images, tu fais attends, c'était pas tout à fait des souris en fait. C'était plus, c'est plus des chevaliers en fait. Ils sont plus costauds. Pourquoi ils nous avaient écrit Mouse là? On n'a pas compris. Voilà. Et tu te retrouves, tu vois l'image, tu fais si on avait eu l'image, ça aurait été un petit peu mieux. Donc à chaque fois, il fallait avancer et demander à la production, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous envoyer plus d'informations, plus d'images? Et à force de demander, et à force de confiance avec les clients, ils nous ont envoyé de plus en plus d'éléments. On a pu travailler pour faire un meilleur travail. Ce qui est pour ça que, pour reparler de Last of Us, et je pense que c'est pas un secret, pour Last of Us, j'avais quasiment toutes les cinématiques. Trop bien. Toutes. Et quasiment définitives. Là, ça t'a aidé à mieux diriger, c'est sûr. C'est formidable. Là, tu les as en face de toi, donc tu peux pas te tromper. C'est le résultat final. C'est comme en film, ou comme quand tu diriges une série, tu as quasiment l'image définitive, donc c'est impossible de se tromper. Ouais, mais justement, je voulais parler avec toi. Est-ce que tu penses que le jeu vidéo
avec par exemple ce que tu as dirigé, The Last of Us, Spider-Man, des jeux vidéo aussi énormes que ceux-là, est-ce que c'est des médias aussi valables que le cinéma, la littérature? Est-ce que ça peut provoquer Mais complètement. Ouais. Les mêmes émotions, tu voulais dire? Ouais, mais que ça te fait vibrer de la même façon, tu vois. Bien sûr. Enfin, en tout cas, moi, c'est le retour que j'ai eu de tous les joueurs. Il se passe pas un mois sans qu'on parle de Last of Us ou de l'impact qu'a eu Last of Us sur certaines personnes. Quand ça a vraiment... le jeu vraiment a fonctionné à fond et qu'il a provoqué des secousses, vraiment. C'était bien parce que justement les acteurs avaient le réalisateur en fait ils ont emprunté des techniques au cinéma et ils ont les techniques d'écriture de scénario, ils les ont mises au service du jeu. Donc bien évidemment en fait tout ça est tellement important. Le dernier, on parlait de Death Stranding justement. Le réalisateur a fait appel à des comédiens ultra populaires, donc qui font passer des émotions. Donc, c'est aussi beau qu'un film. Moi, j'ai encore 2 jeux, Last of Us, il y a une séquence qui me fera toujours, quasiment toujours pleurer, je pense. Je serai toujours ému en la regardant. Comme la première fois où je l'ai regardé, et à chaque fois que je tombe sur cette séquence, le début de Last of Us, je pense que j'aurai toujours la même émotion. Donc c'est que ça marche, c'est que ça fonctionne. Ouais. Et il y en a plein comme ça. Oui. Alors, il y a des jeux qui t'apportent de la joie ou des jeux qui te font réfléchir. Quand c'est bien maîtrisé, la fin d'un jeu, moi, j'ai eu des fins, c'est difficile les noms parfois, mais... tu vois Bioshock. Ok. Ah oui, Bioshock, j'ai commencé, c'est trop bien ce jeu. Quel bonheur. Ah ouais, non, il est génial. Quel bonheur. Bioshock 2, il y a vraiment des jeux qui m'ont retourné la tête et des moments où je me suis dit mais attends, comment un média peut faire ça? C'est-à-dire que tu suis avec les personnages, tu vis avec, et quand le scénario est bien maîtrisé et quand le gameplay, justement la manière de jouer est maîtrisée, ça permet des choses formidables. Enfin, moi j'ai eu même des émotions beaucoup plus fortes avec des jeux vidéo qu'avec des films. Pas les livres c'est encore un cran au-dessus, mais en jeu vidéo, complètement. Mais justement, en parlant de littérature ou quoi, est-ce que toi, tu puises où pour créer des univers quand tu casses des comédiens ou quand tu visualises des univers proposés par les jeux vidéo que tu dois diriger? Toi, tu te nourris où pour façonner un peu ton imaginaire à toi? Alors, c'est compliqué parce que je crée pas vraiment. Tout est à ma disposition déjà. Tu vois, le jeu est là, l'histoire est là. Bien sûr, mais pour le choix des comédiens, ça reste quand même ta vision des choses, tu vois. C'est ça. Quand le client n'a pas de recommandation, effectivement, je vais imaginer, essayer de comprendre le personnage qui va être interprété, et donc j'essaie de trouver c'est surtout sur des sensations. C'est pour ça que ce qui est important, c'est de partager aussi des choses personnelles avec les comédiens. J'aime bien discuter avec eux quand je peux, on va déjeuner ensemble, si je peux les voir aller jouer au théâtre par exemple aussi, mais partager avec eux plus que tiens, tu te mets devant le micro, t'as ton texte, t'as 130 fichiers, allez boum, on déroule, et après salut, tu signes ton contrat et tu t'en vas. Parce que ça me permet de mieux cerner les personnes et parfois déceler quelque chose. Je me souviens, c'est arrivé qu'un comédien, il me raconte sa vie. On est à table, ça se passe très bien, et il me dit quelque chose, et dans ma tête, ça déclenche quelque chose. Je me dis, tiens, si jamais un jour j'ai un rôle où il y a cette petite note, je donne pas d'exemple précis parce que je vais garder, son nom. Enfin voilà, je ne peux pas trop dire qui c'est, mais j'ai vu quelque chose, j'ai entendu quelque chose, et il y a un rôle qui est arrivé, je lui ai donné tout de suite. J'ai dit, ça doit être lui. Voilà. Ah, c'est génial. Et puis quand on va parler de Donald Renew sur Spider-Man, là c'était une évidence. La synthèse, qui il est pour le jeu vidéo et ce qu'il représentait, je me suis dit il faut que ce soit Donald, absolument. Tu vois, et pour plein d'autres jeux. Quand il y a eu God of War, j'ai appelé Frédéric Soutrel et je lui ai dit, il l'avait fait dans un précédent projet, le client voulait changer la voix, ils avaient changé de voix, et le client a changé 2 fois de voix. C'est-à-dire qu'il y a eu le God of War 1, 2, 3. Ensuite, ils en ont fait un 4e qui a changé, qui est God of War Ascension. Ils avaient changé en VO. Mais comme ils n'étaient pas très contents de celui en VO, ils ont rechangé encore une fois. Et là, c'était un autre acteur. Et
Et j'ai dit, non, il faut garder Frédéric Sauterelle. C'est lui qui doit l'interpréter, il faut continuer, vous allez voir, ça va bien se passer, etc. Donc après, je sais aussi de comprendre faire comprendre aux clients que voilà, les choix sont importants, ils ont été réfléchis, etc. Donc je puise en écoutant les comédiens, en les regardant. En fait, tu puisses les comédiens. Et ben c'est eux, c'est ma source. Hein. C'est eux ma source principale. C'est beau. Je les aime en fait. C'est-à-dire que c'est des bébés un peu. Ah, non, mais en fait non. J'ai un amour immodéré, profond alors c'est un respect plus, mais j'ai un amour et un respect pour les artistes en général et les comédiens encore plus. J'aime profondément la comédie et donc c'est pour ça que dès que je peux, je vais les voir jouer au théâtre. Et dès que j'ai un coup de cœur, j'essaie de les appeler, d'essayer de travailler avec eux. Ouais. Voilà. Mais justement, j'allais te demander si en fonction du comédien qui est en face de toi, tu adaptes ta direction artistique, tu adaptes tes mots, ta façon de faire. Évidemment. Oui. Voilà. Mais en fait, c'est presque... T'accompagnes les gens dans leur identité un peu, tu vois. Je suis obligé de faire avec le comédien, enfin avec l'artiste, je suis obligé. Il y a des gens avec qui où j'ai une belle relation de travail, un peu copain, tu vois. Donc on est copains, donc je peux aisément taquiner ou avoir un petit mot, parfois une petite pique, en disant attention là, tu vas trop loin, qu'est-ce que tu fais ? Oui. Et puis des gens que je n'ai jamais vus. Là, je vais pas te donner un exemple précis, mais là, je vais travailler sur un projet et je dois travailler avec un acteur avec qui je n'ai jamais travaillé. Et c'est la première fois que je l'ai eu au téléphone. Et donc, il ne savait pas qui j'étais. Il avait entendu vaguement mon nom, mais il me dit oui, peut-être. Et donc, c'était très difficile. Et donc, je me dis, on va avoir une approche très professionnelle. Et il faut quelque part que je lui montre que tout va bien, qu'il est entre de bonnes mains. Je maîtrise bien mon projet, pas de souci. Et je suis sûr que ça se passera très bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'en vrai, quand tu y réfléchis, c'est particulier comme métier parce que en tant que comédien, toi, tu donnes un peu qui tu es au directeur artistique et c'est le directeur artistique qui va un peu prendre des couleurs que tu as en toi pour les mettre sur la toile du projet, tu vois. Et c'est des choses que, en tant que comédien, tu ne vois même pas en toi, mais que le directeur artistique voit en toi, tu vois. Il y a un truc de... c'est presque un... C'est presque de la psychologie, en fait, à ce stade-là, tu vois. Ce qui est beau, c'est quand un directeur artistique voit quelque chose en toi que tu n'avais pas vu avant. Moi, je sais que c'est déjà arrivé. Tu arrives en studio, tu regardes le personnage, et je me dis, une comédienne, elle fait « Attends, je vais faire elle ?» Et je fais « Bah oui, pourquoi ?» Elle me dit « Mais elle est vachement plus vieille que moi. » Je dis « Ah non, t'inquiète pas, en fait, écoute sa voix en anglais. Ah ouais, d'accord, ouais, mais quand même, à l'image, etc. » Je dis « Bah justement, je voudrais que tu fasses ça, ça et ça. Et tu vas voir, ça va très bien se passer. » Et on le fait, c'est une sorte d'hystérique. Et elle me fait « Ah oui, mais t'avais raison, c'est bien. Ah mais j'avais jamais fait de personnage comme ça. Ah bah merci, etc. » Je dis « Vas-y, mets en plus. » Et on a travaillé. Et elle était contente, elle est sortie, elle était super contente. Elle m'a dit « Ah bah j'avais pas encore fait ça, merci, etc. » Ça, c'est super quand ça arrive aussi. Ouais, mais comment toi tu sais que ça marche ? Tu le sens, juste c'est de l'intuition ? Une intuition, tu te dis, bah tiens, ça peut être rigolo, tu vois, de tenter. Je me souviens d'un comédien aussi qui est une personne extrêmement calme, qui faisait beaucoup de voice-over, beaucoup de documentaires, des voix très simples, de documentaires animaliers, etc. Et j'ai une espèce de pingouin totalement fou dans un jeu vidéo, et mais il est vraiment très très taré. Et je pourrais appeler des comédiens dont ils sont spécialisés. Je l'ai appelé lui. Je lui ai dit, viens t'amuser en studio. Ouais. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais non, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pas mon énergie. Mais je dis, bah justement, va chercher cette énergie, c'est rigolo, un peu à contre-emploi. Il s'est amusé comme un fou, il est sorti, il a fait, ça c'était trop bien. Et voilà, je dis, bah oui, t'inquiète pas, fais-moi confiance, c'était pas là par hasard. Alors ça peut arriver de se tromper, mais normalement, quand tu fais attention, bah ça va, ça se passe bien généralement. Est-ce que c'est la facette que t'aimes le plus dans ton métier ou c'est le fait d'être un peu un chef d'orchestre des projets que tu diriges, c'est quoi C'est compliqué, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout, mais c'est vrai que la partie du casting est formidable, enfin, est très intéressante, formidable. Ouais. Parce que beaucoup de gens l'ont déjà exprimé, mais c'est vrai que quand tu fais un bon casting, c'est tellement plus facile en studio. Tu arrives, tu sais, c'est quasiment déjà fait. Tu dis simplement à la personne, bah tiens, voilà, tu parlais de chef d'orchestre, bon bah là, la mineure, là tu la joues en si, là tu fais, et c'est bon, et ça roule. Et tu dis tiens, ce serait bien de tester ça, ce serait bien de faire ça, et tout de suite ça va vachement plus vite. Alors que si tu fais un casting un petit peu plus complexe, bon bah tu sais que tu vas devoir plus travailler, que ça va prendre plus de temps pour arriver à un résultat qui est parfois pas extraordinaire, donc. C'est très important de passer du temps sur le casting pour que ça se passe bien en studio. Est-ce que quand tu castes des gens, c'est aussi un mélange de la version originale
de l'énergie du personnage? C'est quoi la base où tu te fies le plus? C'est la voix ou c'est l'énergie C'est plein de choses, mais comme j'ai fait du jeu vidéo pendant très longtemps en doublage et que j'ai commencé par la voix, et ben c'est fou, c'est que ça reste. Il y a toujours un truc avec la voix. Donc, il y a plein de gens j'en ai parlé un jour à un copain, il m'a dit, mais t'es fou, regarde l'image. Et je dis, oui, mais ça me dérange l'image, parfois. Donc, au début, j'écoute vraiment la voix. Et alors, si le personnage rit, ça marche beaucoup chez moi aussi, j'entends le personnage rire, et s'il y a un rire similaire, je me dis, ah tiens, ça ressemble un peu à telle personne. Sur le rire. Et puis, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois sur un côté physique, tu sais, des fois tu vois physiquement la personne, tu dis, oh putain, qu'est-ce qu'elle ressemble à tel comédien ou telle comédienne, moi je vais l'appeler, mais j'aime pas trop faire ça, j'aime bien, voilà. Et après l'énergie, effectivement, le débit, parce que on a pas, les artistes n'ont pas tous le même débit de parole. Donc si je sens qu'une personne va devoir parler très 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 vite, bon bah je vais appeler des spécialistes, des gens qui ont le débit rapide et une diction impeccable. Et puis si c'est plus lent, ah tiens, je connais telle personne, etc. Voilà, c'est l'énergie souvent. Hein. Oui. Comment ça sort, Bien sûr. Bah, du coup, tu procèdes différemment maintenant que tu fais du live ou c'est quasiment pareil. Ce que je disais, comme en fait, tu te fies plus à la voix, quoi. Souvent, je coupe l'image et j'écoute. J'ai mon casque et je ne fais qu'écouter. Je dis, ah tiens, ça ressemble un peu à ça. Et puis, quand j'ai la possibilité, je teste. J'aime bien aussi travailler avec des gens que je connais pas, que j'ai découvert. Et j'aime bien aussi aller puiser et chercher, à me dire, bah tiens, ce comédien aurait très bien pu le faire, mais je vais essayer d'aller plus en détail. Je sais plus pourquoi la dernière fois il y avait un personnage qui était un peu qui était un petit peu atypique. Il y avait je sais pas, il était pas comme tout le monde, et je me dis bah tiens, faut que je trouve aussi un acteur qui pourrait arriver à faire ça, quelqu'un d'un peu atypique, pas comme tout le monde, qui a un jeu un peu différent, voilà, d'aller pousser le curseur et dire bah tiens, je vais aller chercher aussi loin dans les sentiers battus, tu vois. Ouais. Est-ce que parfois tu peux préparer les comédiens avant qui... Oui, exactement. Je ne sais pas si on est beaucoup à le faire, mais moi j'aime bien, en fait, les comédiens qui travaillent avec moi le savent maintenant. Avant chaque projet, je leur envoie un petit message vocal et je leur explique ce qui va se passer. Alors pas sur des très gros films, parce qu'il y a quand même une confidentialité à respecter, mais je donne pas de nom, je donne pas le nom du client. Parfois, des fois, je noie le poisson en donnant des faux noms, mais je leur explique leur personnage. Voilà, vraiment, pour qu'ils... Il n'y a pas du tout le monde qui le fait, ça. Non, mais sûr. moi, ça me rassure de savoir que le comédien arrive ou la comédienne arrive en disant... Ah ok, je sais plus ou moins, j'ai quelques pistes, et comme ça, quand tu vois l'image, tu dis ah ok, d'accord, ça va plus vite. Après, il y a des gens qui n'aiment pas trop. Souvent, ce que je fais, c'est que je divulgage pas la fin. Ou je lui dis bah tiens, regarde l'image, c'est plus sympathique. C'est bien aussi un peu de surprise plutôt que de tout savoir. Mais il y a eu une époque où ça se faisait, on voyait les films pour les gros rôles, on voyait les films avant, il y avait une projection avant, donc le comédien pouvait un peu déjà sentir quelques pistes. Donc moi, j'aime bien savoir, leur dire ce qu'ils vont faire. En fait, c'est marrant parce que... Est-ce que toi, tu te considères comme un passionné? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque projet, tu plonges dans le projet. Genre, tu touches pas l'eau avec la pointe de tes pieds, mais tu sautes dans l'eau et tu te nourris du projet, mais entièrement, en fait. Tu m'as démasqué. Ouais, je fais ça. C'est pas une méthode de travail... après, c'est qui tu es aussi, en fait. Qui je suis. C'est vrai que j'ai la chance de vivre et de faire ce métier passion, qui est au départ une vraie passion, clairement. Et donc, c'est vrai que je la garde toujours. C'est vrai que quand on me voit travailler, je bouge beaucoup, je suis pas assis, en fait je suis debout, je suis avec les comédiens, il y a un côté un peu réalisateur qui vient, je vais à côté des comédiens, je leur parle, je leur dis tiens, essaie de faire ça, je suis à côté, je regarde, en fait j'essaie de vivre et de bouger, de faire vibrer tout ça, parce que j'ai envie que ça vise un peu, et donc oui, quand je suis sur le projet, je le connais normalement par cœur sur le bout des doigts. J'essaie de voir les précédents films faits par les comédiens, ceux qui vont être doublés. J'essaie de m'intéresser aux réalisateurs aussi.
il a fait quoi ce réalisateur avant de faire cette série ? Tu vois, ça, c'est vraiment s'imprégner de tout. Oui, enfin, que je sache de quoi je parle, qu'est-ce que c'est, tu vois, si c'est vraiment... Là, j'ai fait un truc intéressant, tu vois, tu parlais de Miss Education, là, c'est une série très chouette que j'ai faite, sud-africaine. Je vais aller m'intéresser à l'histoire sud-africaine un tout petit peu, pour savoir qui sont ces personnages. Moi, je dirais que l'histoire sud-africaine, en France, on nous l'explique pas vraiment. Tu vois, il y avait une référence à Joe Slovo, qui est un personnage de l'histoire. Personne ne sait qui c'est, en vérité, si t'es pas... Donc, c'est essayer de comprendre, bien comprendre, maîtriser ton sujet, et ensuite, tu peux tout faire, tout dire. Dès qu'il y a une question, je sais répondre. Mais c'est c'est de la passion ou du perfectionnisme ? Je sais pas. Je pense que c'est un peu des deux, mais c'est surtout la vraie passion. J'ai envie de faire ce métier et je le mange et je veux... En fait, la curiosité aussi. Je suis un peu curieux, je veux tout savoir, tout comprendre. C'est comme ça que ça a commencé un peu. Hein. Ah ouais ? Ah ouais, c'est très très curieux. De tout. De tout savoir, de tout comprendre. Donc, je veux maîtriser le sujet à fond. Mais c'est beau. C'est une belle façon de voir la vie aussi, tu vois. J'essaye en tout cas. De t'imprégner de tout ce que tu vois et de tout comprendre, de tout, que tout te soit familier aussi, tu vois. Bien sûr, parce que sinon, il y a une sensation très désagréable d'être perdu et de ne pas savoir, quand c'est ton sujet en tout cas. Hein, tu vois, moi j'aime bien dire que je ne sais pas. Ouais. Je vais pas dire je sais alors que je sais pas, tu vois, ça m'intéresse pas. Je préfère parler des choses que je sais, donc je maîtrise bien le sujet, puis ensuite ça va tout seul. Voilà. Mais en parlant de ça, c'est quoi ton rapport un peu à l'échec ? Dans le sens où c'est quand tu rentres dans un projet intégralement avec tout ton être, t'as aussi, je pense, une énorme peur de l'échec et que tu te trompes et que, en fait, comment tu te sens par rapport à ça ? Attention à ça. Vraiment profondément. Là, on entre profondément et effectivement... Dis-moi si tu veux qu'on soit plus soft que ça. Non, c'est intéressant, mais là, on entre dans ma psychologie très, très personnelle et dans le truc personnel, mais c'est vrai que j'ai essayé de tout faire, en tout cas pour jamais être confronté à l'échec. Tu vois, ça a commencé très vite avec des les contrôles, les devoirs, puis ensuite le brevet des collèges, puis le bac, puis le permis, puis tout. En fait, j'ai essayé de me mettre vraiment dans la situation et de dire, je veux pas être en situation d'échec. Donc pour pas être en situation d'échec, il faut que je travaille à fond. Je me souviens le pire, on va parler, on fait une petite parenthèse perso, mais pour le bac de français, mais j'ai rien lâché, mais j'ai travaillé comme un forcené. Pour être sûr d'être là. Donc le goût du travail, en fait, voilà, c'est aussi ça, de travailler. C'est vrai que c'est compliqué, tu vois, là, des fois on me dit tu t'en fais trop, tu travailles trop, mais moi je sais pas ce que ça veut dire trop, en fait. C'est trop, mais par rapport à qui, par rapport à quoi? Il y a une échelle de trop, en fait. Non, je travaille, pour moi c'est ça qu'il faut faire pour bien maîtriser son sujet. Et c'est vrai que l'échec est difficile. Ça m'est arrivé. Pas beaucoup de fois, mais ça m'est arrivé d'avoir un échec en jeu vidéo, par exemple, un doublage qui a moins bien marché. Et je m'en suis aperçu, c'est une anecdote qui est assez intéressante, où pour des problématiques de studio, il se trouve qu'à la Marque Rose, on a eu un casting. On devait faire la version française d'une cinématique. Voilà, généralement, le client dit « On aimerait travailler avec vous, montrez-nous votre savoir-faire. » Donc, je le fais. Je fais mon casting et je suis déjà assez à l'aise. Donc je fais mon petit casting et il se trouve qu'en dans le même temps, un autre client qui avait récupéré le projet passe par un autre client et donc demande le même casting mais à la même société. Il se trouve que mon collègue Stéphane avait le même casting, il ne m'en avait pas parlé, moi j'avais mon casting, on a le même casting. Et donc on fait la même chose sans savoir. On envoie la vidéo et la responsable Nathalie dit « Ah, c'est rigolo les gars, vous avez fait le même casting. Tiens, on va voir le résultat. » Et il regarde mon résultat. Je me souviens, on a d'abord écouté ma version et on a écouté la version de Stéphane. Et là, je prends une claque monumentale et je me dis, d'accord, ok. C'était pas bien. C'était nul. Et moi, je pensais que c'était merveilleux. Et donc, à partir de là, j'ai dit, très bien, on va bien se remettre en question, on va mieux travailler, parce que je l'avais fait un petit peu en me disant, oui, c'est bon, pas de souci. Voilà, ça aussi, c'est... Voilà. L'échec, souvent, te fait grandir, te fait mûrir. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, je ne veux plus jamais me retrouver dans cette situation.
Donc, je vais tout faire pour que ça n'arrive plus jamais. Et donc, à chaque projet, même si c'est vraiment un projet de jeu vidéo... même si c'est le plus petit... Le plus petit jeu vidéo... Écoute, j'en ai fait un il y a pas très longtemps, là, je peux en parler, le Grinch. Ok. Tout petit jeu vidéo, un comédien, etc. Franchement, j'ai mis la même énergie Tu mets la même que énergie. pour le dernier God of War. Pareil, tout pareil. Mais c'est Voilà. incroyable. Il faut que ce soit impeccable. Donc, à chaque projet, une remise en question, un truc de tu réfléchis correctement aux comédiens, etc. Et pareil, avec le temps, tu fais une réplique d'un jeu vidéo, tu pourrais les enchaîner, les répliques. Hein. Ouais, c'est bon, il y en a 150, ok, c'est juste un saute. À droite, à gauche. Attends. T'as bien dit à droite pour qu'on ait à droite donc, et tu te poses la question sur chaque fichier. Chaque fichier. En fait, tu peux, c'est plus possible. Tu peux pas laisser les trucs en disant. Il y a des gens qui ont payé leur jeu parfois jusqu'à 70, 80 euros. Tu peux pas. T'as pas le droit. Moi, j'ai pas. C'est la règle. J'ai pas le droit de dire oh c'est un petit jeu. Non. Chaque fichier. Mais c'est ça qui fait la différence. Oui, je pense. C'est ça qui fait qu'on a envie de te faire confiance en tant que client qui a un projet, etc. Tu vois. Peut-être parce que je veux pas lâcher le morceau. Ouais. Mais c'est cool. Enfin, en fait, moi j'aime bien cette anecdote parce que en fait c'est trop beau. Ça veut dire que avec ce truc négatif qui est arrivé, t'en ressors mais le plus de positif. Et en fait, peut-être que sans ça, t'aurais pas été au même niveau aujourd'hui, tu vois. C'est possible. Voilà. Si j'avais pas eu quelqu'un qui m'avait dit attention, ou même moi, hein, des fois, j'écoute ce que j'aime pas trop, mais j'écoute ce que je fais. Tiens, c'est quoi le rendu? Parce que tout le monde dit c'est super, etc. Je suis très critique envers moi. Après, je réécoute et je fais là, j'arrive à dire quand c'est bien, et puis quand c'est moyen, je peux le dire aussi. Et des fois, je regarde et je fais ok, si je ferais mieux, je ferais pas mieux. C'est bien, c'est très bien, ça marche parfaitement bien. Ça pourrait être encore un peu mieux, donc je serais plus vigilant. Si jamais j'ai à faire un épisode 2 ou un épisode 3 pour des projets, tu vois, si jamais il y a un Last of Us 3 un jour, je sais que je fonctionnerai différemment sur 2-3 petits curseurs. Je placerai le curseur différemment. Ah ouais? Ouais. Attends, j'ai un éternuement dans le nez, c'est bon. Je comprends. Désolé, j'ai eu un petit renvoi. Pardon. Ok, mais c'est... Ouais, j'adore, c'est trop bien. Est-ce que tu considères que la passion dont je parle actuellement, elle est un peu entretenue avec la nouveauté, par exemple avec la nouveauté de nouveaux produits, l'avenue de nouveaux comédiens, le fait que ce soit un truc qui soit toujours... c'est toujours un nouveau projet, tu vois, ce sera jamais la même chose. Ouais, t'as raison, quelque part, il y a ça un peu. J'ai jamais vraiment réfléchi à ça, ça vient naturellement. Et effectivement, les rencontres, c'est beaucoup quand j'ai rencontré, des fois, il y a un coup de cœur. Hein, il y a pas très longtemps, j'ai rencontré un comédien qui m'a vachement ému. Et je me suis dit, c'est fou, j'avais pas eu ça depuis longtemps. Et alors que la personne ne faisait... je parlais du doublage, hein, mais elle n'en faisait que depuis 3 ans. Et je me dis, c'est fou, elle en fait que depuis 3 ans. Et déjà, elle arrive avec une énergie folle, une intention folle. Et je me suis dit, c'est super, ça ne meurt pas, ça continue. Il y a toujours de la nouveauté. Et en fait, il faut entretenir tout ça et se tenir à la page. Parce qu'on ne double pas de la même façon. Si tu écoutes les doublages d'il y a 30 ans, c'est une autre musique. Tu écoutes les doublages d'il y a 60 ans, c'est une autre musique. Donc, ça continue à évoluer, à vivre. On a des règles un peu immuables, mais en termes de jeu d'interprétation, on va, je trouve, beaucoup plus loin. On est beaucoup plus précis. Je me suis aperçu de quelque chose il n'y a pas très longtemps. Là, je regarde ce que font les amis. Moi, j'aime bien regarder ce que font les... Je ne suis pas jaloux. Au contraire, je suis hyper heureux du travail des autres. Là, on peut parler des projets qui ont été faits. Pas de souci. Tant que c'est sorti, oui. Oui, c'est sorti. Il y a eu... j'ai félicité un DA qui avait fait une série sur Netflix. Là, un personnage que j'aime bien qui s'appelle Scott Pilgrim. Ah oui. J'adore, je suis fan absolu. J'ai fait des ambiances dedans. Ah yes. Et donc j'ai appelé Bruno, je lui ai dit c'est super que tu aies repris le même cast du film, que vous ayez fait ci. Et donc je lui ai dit vraiment bravo, merci, c'est formidable. Et donc j'essaie aussi de me nourrir. Et en fait j'écoutais tout le travail de mes camarades et je me disais mais en fait on est vraiment à un niveau d'interprétation impressionnant. Je pensais même pas. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quasiment plus de mauvais doublage. C'est très rare.
faut vraiment vouloir le faire. Mais je trouve qu'en France, on fait un travail de qualité. Il y avait encore deux, trois qui bossaient pas très bien, mais là, je suis hyper heureux de ça. Et je me dis, c'est génial. Les comédiens et les comédiennes qui viennent sur les plateaux sont engagés, ont envie de bien faire, et ça me rend très heureux, ça. Mais est-ce que tu crois que c'est parce que y a plus d'importance, plus de lumière sur le doublage et que Évidemment. du coup nous on prend plus au sérieux le truc, tu vois? Bien sûr, évidemment. Je pense que ça doit jouer quand même. Ça joue, parce qu'il y a eu des trucs qui ont été faits un peu à la va-vite. Parce mais il y a eu des projets qui n'étaient pas écoutés, pas vérifiés. Donc effectivement, comme tu savais que ça allait passer, tu faisais pas très attention. Tu faisais ton petit doublage. Des fois même sur des ambiances, tu pouvais mettre des petites blagues tu vois, en fond, derrière. Tu vois. Non, mais moi j'ai plein de potes qui essayent de caler des vannes. Bien sûr. Qui sortent du... Et oui, mais ça, aujourd'hui, ça passe plus. Hein. Mais il y en a plein. Hein. Il y a des foules de trucs que tu trouves. Si tu écoutes bien derrière, en fond, tu entends des choses. Et donc là, maintenant, les clients disent non, mais arrêtez de 5 minutes. On fait plus ça. Donc il faut mettre une bonne ambiance sur le plateau, mais ça reste quand même très sérieux. Mais il y a des choses faites, c'est fou. C'est vrai qu'il faut faire attention aux gens qui font des ambiances, pas qui sortent de conneries. Pour les fans de doublage, il faut regarder la série Chérie, fais-moi peur. C'est une vieille série, je crois fin 70, début 80. Toutes les ambiances derrière, il n'y a que des trucs de fou. Que des trucs de l'espace. C'est vrai mais vraiment, avec les noms... Complètement. Vraiment. Il y a c'est un copain qui m'a dit ça, il m'a dit tu te retrouves parfois mais vraiment en fond quand t'entends un truc de police, il dit une bêtise, il va dire le nom de la DA qui ne l'a pas fait dans des séries médicales, tu sais, t'entends toujours dans les hôpitaux américains le docteur machin est attendu en salle post-opératoire. Tu mets le nom du DA ou le nom du comédien, toi le docteur Montana est attendu. C'est pas grave, c'est tellement loin dans le mix, ça passe. Ouais. Ah, mais complètement. C'est rigolo. Ah, voilà. c'est très mais c'est très sérieux. Moi, j'aime beaucoup ce sérieux. On s'amuse entre les prises et quand on est face au micro, c'est bien sérieux. J'aime bien ça. Hyper intéressant. En parlant de ça, comment toi tu gères la liberté d'un comédien derrière le micro, sa liberté d'interprétation, de création, et le fait que ça doit rester en cohérence avec l'univers du projet? Eh ben, je la gère très bien. Je te remercie, tout se passe très bien. Non, mais je veux dire, comment toi tu t'y prends? Non, mais je me doute que tu la gères. J'écoute, en fait. C'est un mix entre la version originale et ce que lui sort. Alors, parfois, j'ai des surprises. Je dis, oula, tu l'avais entendu comme ça? Moi, je ne l'avais pas entendu comme ça. Oui, parfois, voilà. Ouais. Donc, il faut s'accorder avec lui. Oui, parfois, il y a des divergences, j'imagine. Voilà, moi, j'ai eu des divergences, là, en disant, oui, mais moi, j'entends ça. Je dis, oui, sauf que c'est dommage, c'est que moi, DA, j'entends ça. On fait quoi? On fait un entre-deux. Elle me dit, oui, d'accord. Tu veux ça? Je dis, oui, parce qu'il y a certains projets sur lesquels tu peux t'éloigner un tout petit peu de la version originale, et il y en a où il faut être très proche de l'original. Okay. Moi, j'ai tendance à dire qu'on fait une adaptation qu'on ne pourra jamais faire aussi bien que la version originale, puisque c'est la version originale qui avait un réalisateur, un chef opérateur, un producteur qui ont vérifié toutes les répliques, tout. Donc, c'est la création pure. Et nous, derrière, on arrive et on doit essayer de faire aussi bien que le comédien. Donc, ça reste une adaptation, on fait aussi bien qu'on peut. Parfois, il y a des surprises, des bonnes surprises. Mais la plupart du temps, il faut respecter l'œuvre. Voilà, tu t'amuses pas trop, tu t'écartes pas trop. Donc, j'essaie de canaliser. Voilà. Okay. Souvent, j'essaie de... Ça dépend des projets. Ça m'est arrivé une fois, j'ai dit, alors là, par contre, c'est VO, tu écoutes bien l'anglais ou l'italien ou le néerlandais là récemment, et on fait vraiment comme lui. Il faut que ce soit même énergie, les rires au même endroit. Il faut que ce soit impeccable, même quand c'est en off. Tu sais, quand on ne voit pas l'image du comédien et qu'on l'entend parler sur un chant ou un contre-chant, un plan, il faut que ça fasse la même longueur, etc. Ah oui, il faut que ce soit impeccable. Et parfois beaucoup de liberté. Ouais. Voilà. Ouais. Ça dépend, donc je cadre un peu au début. Ok. Ouais. J'ai une autre question pointue de ce genre. Mais en fait, moi, je me suis toujours demandé, tu vois, quand t'es DA, c'est un peu l'équivalent de metteur en scène, enfin, tu vois, c'est un truc où t'as beaucoup de recul. Mais comment, toi, tu diriges ça? Enfin, est-ce que tu lâches prise quand tu regardes un comédien jouer? Ou est-ce que t'es à fond dedans, t'es la tête dans le guidon? Enfin,
Parce que je me dis qu'il faut aussi que tu te mettes à la place du spectateur qui regarde le truc, tu vois. C'est une excellente question, je te remercie de la poser, parce que c'est, je crois, avec tous mes camarades DA, l'une des choses qui pose, enfin, en tout cas, je vais parler pour moi, mais qui est le plus gros problème, c'est ça. C'est-à-dire que tu es tellement dedans, comment tu veux être spectateur. Donc, il faut arriver à se déclencher. Alors, moi, j'arrive à le faire, pas toujours. C'est-à-dire que quand le comédien enregistre, je suis très dans la technique. Ouais, c'est ça. Voilà, dès la première, quand il enregistre, j'écoute vraiment si tout est bon, si tout est parfait, si le jeu est bon, etc. Et si j'estime que ça va, c'est là où je fais le petit décalage. Je me dis, je suis dans mon fauteuil, je dis, allez, maintenant tu regardes l'image comme un spectateur lambda. Ouais. Voilà. Et pour faire ça, je pense qu'il faut passer du temps à regarder. Donc moi, comme j'ai la chance, je regarde beaucoup de choses, je me nourris de beaucoup de choses, je regarde des séries, beaucoup. Et donc, je suis spectateur et j'arrive à être spectateur de la version française. Donc, je me dis, mets-toi là. Donc, il faut tout le temps faire entre DA, spectateur, en fait, DA, spectateur. Tout le temps des va-et-vient. C'est pour ça que je bouge beaucoup. Je m'assois quand il y a des canapés. Je m'assois sur le canapé. Souvent, je fais ça. Quand on a fait une boucle, il y a des fois des grosses scènes où tu as 3 boucles. Je ne sais pas si ça parle. Enfin, une boucle, en fait, c'est une portion de scène. Et parfois, des boucles peuvent durer entre 30 secondes et 1 minute. Et j'avais eu une scène qui durait 3 minutes et demie où il y avait une fille et son père derrière une vitre, elle allait voir son père en prison, il y avait de l'émotion, ça pleurait, le type criait, et ça durait 3-4 minutes. Et donc on fait la scène, et on fait des bouts de scène, et après j'ai dit, attends, je me mets sur le canapé, remontre-moi la scène, et je l'ai regardée sur le canapé, comme si j'assistais spectateur. Voilà, souvent je fais ça, je prends le temps de le faire. Okay. Donc c'est un peu compliqué, parfois ça prend du temps, mais j'essaie de le faire. C'est très dur. Ouais. C'est très très dur. Donc tu vois, c'est un peu l'équivalent d'un monteur vidéo qui monte un film ou quoi. À force d'être tout le temps devant le film, il voit même plus le film, tu vois. Et c'est difficile parce qu'il faut le faire vite. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que très vite, tu dois dire, est-ce que cette prise est bonne ? Est-ce qu'elle est bien calée ? Donc, c'est pour ça que l'ingénieur du son est très très important et qui me dit généralement, ok, c'est bon, bah tiens, tu mets une petite image un peu plus à droite pour bien recaler sur les lèvres, le mouvement des lèvres, parce que ça aussi c'est très très important. Et donc si le jeu est bon, si la labiale est rentrée, bon bah je regarde, je dis c'est ok, très vite, allez, on passe à la suivante. Donc il faut faire ça très très vite. Ouais. Et c'est pour ça que parfois, quand tu es fatigué, et 18h30, 19h, toute la journée, ça, c'est compliqué. Parce que là, tu deviens un technique et tu n'y arrives plus à regarder. Donc, il y a des moments où il faut être vigilant. Mais c'est marrant parce que tu parlais de technique, mais tu penses pas que parfois, il y a des erreurs techniques qui peuvent être très créatives et qui peuvent contenir encore plus d'émotions qu'un truc plus lisse techniquement ? Complètement. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir une prise, par exemple, incroyablement belle, précise, mais pas très bien calée. Voilà. Et on a bougé un peu certains petits curseurs, et je l'ai laissé tel quel. Alors, c'est pas magnifique, mais elle était tellement belle, cette prise, que je l'ai laissée. Donc, ça peut arriver. Après, c'est... Oui, parce que difficile. Tu vois, parfois, sous le coup de l'émotion, je pense plus aux jeux vidéo parce que t'as pas le... Enfin, quoique, j'en sais rien, mais tu vois, il y a un truc de... Par exemple, un bégaiement ou un souffle ou un truc, ça peut être... Enfin, c'est ça qui peut faire toute la différence, tu vois, dans une séquence d'émotions. Et parfois, j'ai l'impression que c'est dans ces moments-là qu'il y a de la grâce, tu vois. Genre, c'est difficile à expliquer, mais genre... Parfois, se délester un peu du technique pour laisser un peu le côté brut de l'émotion. Mais après, je sais pas, dans le doublage, vu que c'est un métier très technique, je sais pas à quel point on peut se permettre de laisser ces choses-là, tu vois. Mais ça dépend du DA, ça dépend du projet, ça dépend de tellement de choses, en fait. Si j'avais un exemple, pour reciter encore Last of Us, c'est pour être sûr du truc. C'est compliqué, parce que on m'a parlé d'Adeline Chetaille sur Last of Us 2. Quand je lui ai montré la scène la première fois, ou la scène poignante. La scène poignante où on va divulguer une partie du scénario du jeu, mais quand Joël est tabassé et qu'elle voit ça, elle est dans un état... Ouais. Et on avait la chance d'avoir une bande rythmo pour Last of Us 2. Ça, c'était super. J'avais demandé, donc on avait le texte en bande rythmo, donc on pouvait faire toute la scène d'un coup. On n'était pas obligé de faire des petits bouts de fichiers, parce qu'on peut parler des techniques en jeu vidéo, sinon c'est des tout petits bouts de fichiers. Et donc elle l'avait vu une première fois, une deuxième fois, et donc elle a fait une prise,
très viscérale. Et là, effectivement, parfois, c'était comme il faut être à l'image et au texte. Ça, en fait. Des fois, il y a des petites imperfections. Et elle me dit, je vais en refaire une deuxième pour que ce soit mieux, Et elle en refait une deuxième qui était très bien, qui était beaucoup plus technique, mais j'ai préféré la première. J'ai dit non, la première, c'est plus toi. Tu l'as pas, je sais pas comment dire, tu l'as pas pensé technique. Tu l'as pensé jeu, tu l'as pensé brut, tu l'as pensé... Ça sortait comme ça. Ouais, c'est ça dont je parle, tu vois, il y a un truc plus... C'est ça, moi j'aime beaucoup les premières, par exemple. Les premières prises sont souvent beaucoup plus intéressantes que les autres. Ça dépend, hein, parfois tu travailles, mais j'aime beaucoup les premières prises, les prises brutes. Mais moi j'adore parce que tu vois, il y a un truc un peu... comme si l'art c'est parfois un peu mystérieux, comme si c'est des trucs parfois qui nous échappent, qu'on doit prendre... mais que ça arrive pas tout le temps, tu vois, des petits trucs comme ça. T'as des petits moments de grâce parfois comme ça. Ouais. Tu te dis voilà, ça c'est arrivé, c'est maintenant. Ouais. Généralement, j'appuie pas trop dessus. Souvent, ce que je fais, c'est que ça m'est arrivé. Je respire, 3 secondes après la fin de la séquence. Tu fais un gros souffle. Le comédien se retourne. Ça va ? Ouais. On va la réécouter en fait parce que ah bon, tu veux pas jouer ? Non, on va la revoir avec tout, avec le son parce que c'était vraiment très beau. Et ça dépend de plein de choses. C'est beau quand ça arrive. Ouais, c'est très beau. Ça t'est souvent arrivé ? Parfois, il y a eu des moments comme ça où ça prend parce que c'est propre à ton histoire personnelle aussi. Tu vas avoir quelque chose de fort qui va te toucher et où tu vas savoir l'expliquer à l'artiste qui est au micro. Il va réussir à capter ce que tu dis puis il va reproduire ça avec son truc à lui. C'est bien quand ça arrive. Ouais, j'ai pas d'exemple là, mais ça me vient pas. Mais en fait, ça renforce encore plus ta connexion avec le comédien, je trouve. Le respect qu'il y a mutuel, c'est-à-dire quand il est en confiance quand le DA est en confiance avec le comédien, inversement, généralement, il peut se passer que des bonnes choses. Voilà. Si jamais, c'est pour ça que j'essaie toujours de faire preuve de douceur et de sympathie, de jamais forcer, de jamais crier. Je peux avoir un ton sec parfois quand je veux quelque chose de percutant, tu vois. Mais sinon, la plupart du temps, il y a beaucoup de douceur et ça marche la plupart du temps. Oui. Oui, il y a beaucoup de directeurs artistiques qui n'utilisent pas cette méthode-là et c'est un truc beaucoup plus... dans une atmosphère un peu plus dure, un peu plus... Et pourtant, ils ont un super résultat. Ouais. Donc, comme quoi, tu vois, il y a une magie qui s'opère, on ne sait pas. C'est en ça qu'il y a des styles différents, c'est en ça que tu as des résultats différents, et après, c'est où tu places ton curseur pour avoir quel résultat. Si un jour, j'ai besoin de crier ou d'être un petit peu ferme pour avoir le résultat que je veux, je pense que je le ferai. Tu vois ? Ouais. Mais je pense que t'es trop gentil pour ça. Ouais. Mais méfie-toi. J'ai pris la confiance. Méfie-toi quand même, parce que j'ai une partie très sombre que peu de gens connaissent. Et si j'ai besoin, je pourrais m'énerver en disant tu te trompes totalement, c'est pas du tout ça. Réécoute bien. Et je pourrais être un petit peu ferme si jamais j'ai pas ce que j'aime. Toujours dans une sorte de confiance et d'envie de bien faire. Mais les fois où ça m'est arrivé, etc., c'est quand j'ai pas fait un bon casting. Quand j'ai pas fait un bon casting et que j'ai pas ce que je veux, c'est pas de la faute du texte ou de la faute du comédien, c'est de la faute du DA qui s'est trompé sur des trucs. Alors parfois ça peut être la faute du comédien, hein, si il arrive pas à placer un mot ou il arrive pas à bien dire son texte, etc., mais parfois faut se remettre un peu en question aussi. Hein. Moi il y a des fois où tu vois que j'ai fait, je me suis trompé, voilà, ça arrive. Donc tu t'excuses. T'en parles avec le client et tu dis voilà, est-ce qu'on peut refaire différemment, ça arrive et c'est bien de se tromper encore. Ouais, complètement. Ça renouvelle un peu la remise en question, tu vois, dont on parlait tout à l'heure. Nous faisons des erreurs, nous tombons, nous faisons des fautes, mais ouais. C'est ça qui est beau. Mais après, en parlant de méthode de travail, je pense que c'est tellement deux philosophies différentes. Tu vois, il y en a qui se complaisent totalement avec le fait que ce soit dur, que ce soit un peu militaire, etc. D'autres qui supportent pas du tout. Est-ce que c'est pas une certaine forme d'exigence aussi ? Est-ce que pour eux, ils ont peut-être appris à la dure, et donc ils ont appris à être très exigeants, et donc ils ont cette forme... oui, c'est l'exigence, mais ils mettent le curseur encore plus haut. Et ils ont encore envie de montrer cette espèce de poigne et de force comme eux, ils ont reçu cet enseignement. Oui. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que l'enseignement s'est fait avec beaucoup de douceur. Et que j'ai toujours eu plaisir à diriger les comédiens dans la douceur et dans le calme.
et j'ai toujours eu le résultat que je voulais avoir. Peut-être qu'un jour, si je veux avoir un résultat plus dur, encore plus fort, il faudra peut-être que je fasse sortir quelque chose d'autre du comédien et que donc je vais devoir avoir besoin de faire preuve de plus de poigne. Peut-être, je ne sais pas. Je suis pas sûr. Après, l'exigence et le côté dur, je pense que c'est encore deux choses qui se... On peut être t'as raison, exigeant, mais on peut ne pas être dur, tu vois. Mais on peut savoir ce qu'on veut, tu vois, il y a un truc comme ça. La plupart du temps, le DA, il sait ce qu'il veut entendre. Ouais. Et donc, s'il n'a pas ça, et c'est là que, justement, les choses coincent. C'est-à-dire que comment il va réussir à avoir. Est-ce qu'il va, quand on est comédien, c'est plus facile, il va donner la musique. Quand je dis la musique, voilà, il va faire la réplique, en fait, carrément. Au comédien ou la comédienne, il va dire la réplique comme lui le ferait. Par exemple, j'ai même vu ça une fois, comme un comédien qui n'arrivait pas à la placer. Le DA est descendu de son fauteuil, il est venu à la barre, il a dit « Tiens, enregistre-moi », et il lui a fait la réplique. Oh, ça m'avait un peu étonné, tu vois. Mais il a dit « Voilà, c'est ça que je veux ». Alors, et moi, tout le monde a été un peu... Je me disais, il y avait un silence dans le studio. J'étais resté là, je dis « Ah, vache, dis donc ». Et c'était... Je ne sais pas s'il avait raison ou pas, mais en tout cas, le comédien qui est venu après, il l'a fait comme le DA voulait. Et c'était sa façon de diriger, et ça a fait un excellent résultat. Donc, quelque part, voilà, c'était une autre règle, ça a marché. Ouais, bien sûr. Après, je sais pas, Mais moi, je suis pas comme ça, donc naturellement, je n'arriverai pas. T'as raison, en fait. Oublie tout ce que j'ai dit. Non, mais t'as une part d'ombre, ça y est, tu l'as avoué maintenant. Non, mais pardon, moi. Pardon. Non, mais la nuit, tu es Batman, on le sait tous. Mais n'importe quoi. Oh là là. Une guimauve, voilà ce que je suis, c'est tout. Mais c'est très bien, ça me va très bien. Non, bah regarde, après, t'as fait des projets mémorables, tu vois. Enfin, j'ai eu de la chance, Quelle chance. En étant une guimauve, pour reprendre tes mots, ça permet aussi aux acteurs d'avoir la liberté, de sentir cette liberté. Parce que moi je pense que quand tu mets la pression à un acteur, je pense que ça l'aide pas. Enfin, je pense que ça peut avoir le résultat, mais c'est... Pourquoi en faire une expérience négative, tu vois ? Et je ne parle pas de l'exigence, je parle de vraiment une atmosphère très dure. Après, voilà, en tant que comédien, on s'adapte à tout, tu vois. Mais pourquoi nécessairement passer par la souffrance, tu vois ? Je te dis, alors ça c'est encore un autre sujet, c'est une autre mode de communication, une autre vision. Il y en a, je te dis, ils ont appris à la dure. Oui, en fait, clairement. c'est ça, quand tu as appris à la dure, quand tu as eu des plateaux difficiles, quand tu as eu même sur un plateau de tournage. Hein. Ouais. J'ai assisté à des plateaux de tournage, je me souviens, j'étais une réal, c'était une harpie. Elle criait sur tout le monde, il fallait que ce soit bien, elle gueulait sur les mecs de la lumière, les mecs du son, mais je me souviens, on était là, une petite troupe pour faire les... putain, j'ai oublié les noms, mince. Les gens qui sont là derrière, qui font la figuration. Et elle gueulait sur les figurants. Ouais, vous bougez pas assez, les figurants, etc. C'est l'ambiance, et donc en fait, t'as un chef d'orchestre qui bugle, tout le monde ferme sa mouille, hein. Personne l'ouvre et tu fais ce qu'on doit faire, mais tout est en tension. Bien sûr. Donc le résultat était là, mais c'est vrai que si ça avait été bien fait, alors est-ce que c'est compliqué comme question. Mais après, tu vois, genre, je reviens un peu sur ce que je dis, mais il y a un truc où, par exemple, avant au lycée, j'avais une formation théâtrale avec une prof qui était parfois très dure, tu vois. Mais je suis tellement contente de l'avoir eu cette formation, tu vois. Parce que maintenant j'ai une capacité d'adaptation et qu'aussi j'ai appris à ne plus prendre personnellement les choses qu'on me dit artistiquement. Et ça, c'est un truc de comédien, de séparer, tu vois, son potentiel artistique et son ego, tu vois. Et je pense que les personnes qui sont dans ce côté dur là, ils veulent tirer toutes les couleurs, tout le potentiel, et en laissant l'identité, l'individualité de la personne, tu vois. C'est pas à eux qu'on s'adresse, mais à l'artiste. Mais c'est bien de t'écouter aussi, tu vois. Tu sors des trucs hyper intéressants. Moi, j'apprends aussi. Je bois tes paroles. Mais c'est vrai. On se boit nos paroles. Mais c'est important. Tu vois, moi, je n'ai pas forcément cette vision-là. Je n'ai pas la prétention voilà, je le dis très honnêtement. Je n'ai pas aucune formation de comédien. J'ai fait du théâtre plus jeune, mais je ne suis pas comédien. Donc, j'ai pas tous les ressorts. Donc, quand tu me racontes tout ça, je me dis, ah tiens, c'est intéressant. Elle amène encore une autre idée du métier, je connais pas. Et tiens, tu vois, tu parlais justement de la difficulté de professeur, c'est intéressant, super intéressant. Merci. Bien d'échanger là-dessus. Ce podcast va prendre une autre... Mais moi, j'adore. Moi, c'est ça que je recherche, tu vois, parce que... Le vrai. Bah oui. Mais en plus, tu vois, c'est pour ça qu'avant, on parlait de ta psychologie sur la peur de l'échec, etc. Mais parce qu'en fait, c'est des trucs universels.
universel. Dans le sens où, oui, t'es directeur artistique, c'est un métier de niche, mais en fait, dans ce métier de niche, il y a des trucs qui peuvent toucher absolument tout le monde, tu vois. Il y a un truc de... Ça parle à tout le monde, la Bien peur sûr. de l'échec, la volonté de réussir, le fait de plonger vraiment dans ce qu'on aime, etc. Et donc voilà, putain, C'est beau. j'ai été embarquée Non, dans vraiment, mon, c'est dans beau. mon Je monologue suis- lyrique. Moi, j'adore. C'est parfait, c'est tout ce que j'aime. Au contraire. Du coup, enfin voilà, j'ai cru comprendre que t'aimes beaucoup être derrière les comédiens, dans le sens où t'aimes diriger des choses, créer aussi des univers avec les gens que tu castes, etc. Est-ce que toi, tu te considères comme un artiste avec toutes ces facettes-là de ton métier? Parce que tu t'écris aussi des choses à côté, tu Ouais. fais des projets à côté qui nécessitent de la création. Bien sûr, je crois, en tout cas, j'aime profondément l'art sous toutes ses formes. Je suis très souvent au théâtre, très souvent dans des expos. Je suis très souvent en train de regarder. En fait, je suis constamment en train de d'écrire, de créer, de produire des choses. Tu vois, là, il y a 2 jours, j'étais en train de faire une petite bande sonore. Ouais. Donc j'enregistre des choses dès que je peux enregistrer, j'enregistre. Dès que je peux monter, j'ai une passion pour le montage vidéo. Je monte des petits films. Et donc je suis tout le temps en train de créer. Donc oui, si c'est créer et c'est ça, être artiste, alors oui, quelque part je le suis, je pense. Et puis un jour peut-être j'essaierai de faire encore autre chose. Parce que pour moi tout ça c'est une passerelle pour encore des choses plus grandes. Tu vois ? C'est magnifique. Ouais, complètement. Je pense qu'il y a autre chose qui est derrière. Je le sais, là, tu vois, je suis en train de... Quand ça, c'est en direct, tu vois, c'est en direct, là. C'est en train d'arriver, mais je sais qu'il y a des choses qui vont se passer après. Grâce à ça. Justement, grâce aux rencontres, grâce à toutes les personnes qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui et l'artiste que je suis aujourd'hui, ça va déclencher des choses, ça a déjà déclenché des choses. Tu vois les choses en grand, en fait. T'es un grand rêveur. Ah, complètement. Et c'est malheureusement ça. Parfois, des fois, je vois trop grand. Et on me dit, calme-toi, petit. Putain, on me dit la Reste même là où chose t'es. et je déteste quand on me dit ça. Ah ouais. Moi, ça, j'ai l'impression qu'on me met des barrières, alors que moi, je suis en mode, mais non, on va faire trembler la planète. Et Moi, je voulais appeler Cameron. attends, quel Cameron? Mais James Cameron. Je voulais l'appeler Cameron parce que j'avais envie, on en a parlé un peu avant, j'ai un de mes livres préférés qui est La Nuit des Temps de René Barjavel, et je voulais appeler une production énorme en disant et si on adaptait ce film, on adaptait ce livre en film, et si, parce que c'est une histoire Et universelle. t'as failli appeler James. Et je voulais Et appeler. t'avais son numéro. Alors, il y a un truc, personne ne sait ça, machin. Mais j'ai le numéro de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'adore. Et je m'étais dit, si jamais j'arrive à avoir les droits du livre, que je n'aurai jamais à payer, mais si jamais un jour je joue à l'euro-million et que j'achète les droits du bouquin, je te jure, je le fais. J'achète les droits du bouquin, même si ça coûte 20 millions, je les achète. Et je vais voir une grosse prod. Et là, je fais la plus grosse série de télé de tous les temps, un truc cinéma, sortie mondiale, etc. Et j'adapte ce truc et je serai à la manœuvre. Mais faut Obligé. que tu m'appelles James Cameron. Fais-le en direct. Voilà. Non, mais en vrai, fais-le. Non, mais ce que je voulais, voilà, c'était en très grand, c'était dire, voilà, le rêve ultime, c'est de dire, il faut que le projet, qui est un des livres qui m'a le plus touché de ma vie, et je voudrais, est-ce que ce serait pas génial de le voir en vrai, voilà. Et donc ça, c'est un truc qui me botterait bien, réaliser. Ou être en production, mais vraiment, voilà, dans la partie artistique, vraiment, tu vois. Même, il y a le directeur artistique sur des plateaux, quelqu'un qui supervise tout l'artistique. Mais tu sais, c'est peut-être un truc de spiritualité New Age de merde, mais je pense que tu crées ta vie avec ce que tu penses mériter. Dans le sens où si tu te penses légitime d'appeler James Cameron et de proposer ton idée, et que tu y crois et que tu peux tout à fait mériter ça dans ta tête, je pense que c'est tout à fait réalisable. Et qu'en fait, on a juste des pensées limitantes parce qu'on pense que c'est impossible alors qu'on nage dans l'absurdité, que de toute façon, rien n'a de sens. Que toutes les plus grandes inventions et tous les gens qui ont poussé les barrières montrent que la plupart du temps, ça se fait et ça se vérifie. Donc oui.
Alors James Cameron, c'est juste le nom parce que j'ai lu un truc sur lui ce matin, etc. Mais c'était vraiment lui que je voulais appeler parce que c'était ce genre de réal qui pouvait comprendre en disant voilà la grandeur, voilà l'émotion, voilà tous ces thèmes qui sont importants chez lui. C'est ça qu'il faudrait mettre dans ce film. Mais ça, c'est un défi que tu as réussi. Par exemple, avec The Last of Us, tu as vu la dimension que ça a pris. Tout le monde en parle, tout le monde connaît Adeline aussi, entre autres pour ce rôle-là, qui a été un rôle incroyable pour sa carrière. Ouais. Toi, on t'en parle souvent. Très souvent. Ça, c'était un truc où tu as vu les choses en grand, tu vois. Ça, c'est un exemple concret de... Ah, ça, on pourrait faire un podcast entier sur Last of Us. Oui. Parce que j'ai tellement de choses... D'ailleurs, on m'a déjà interviewé là-dessus. Mais je pense que j'étais au courant un petit peu avant. Enfin, au courant, non. Mais je savais, j'avais une intuition. Je savais que ça allait être un gros truc. Mais à ce point-là, non. Voilà. Donc, effectivement, j'ai fait en fonction. Ouais. Puis le jeu le permettait. On était arrivé vraiment à une perfection dans le jeu vidéo en termes d'interprétation, les comédiens choisis, la manière dont ça joue. Enfin, c'était très réaliste. Donc, il fallait faire un casting de haute volée, il fallait vraiment rien lâcher. Et coup de chance pour Adeline qui est prise au casting et ça se passe bien, c'est formidable. Moi, c'est trop bien. C'est génial. C'est vrai que ça a fait un sacré truc après. Hein. Ouais, c'est beau. C'est vrai que c'est beau. C'est beau. Je suis trop content. Des fois, c'est vrai que j'y repense et je me dis, ça a été une sacrée épreuve ce truc. Hein. Ouais. Je l'ai pas beaucoup dit parce que j'ai pas beaucoup droit de parler de la production de ce jeu et comment ça a été fait, mais je suis pas le seul à avoir dirigé dans ce jeu. Ce jeu a été fait sur plusieurs mois avec plusieurs personnes qui ont dirigé. Parfois le jeu était dirigé sur 2 ou 3 plateaux, donc il fallait superviser, mais il fallait quand même des directeurs artistiques pour faire d'autres choses. J'ai pas fait tout le personnage d'Adeline, tu vois. C'est cool que tu remettes un peu les choses. Mais après... Oui. Faut rendre à César aussi, tu vois. Oui. Il y a eu Brigitte, Gage, Nathalie, Siono aussi. Il y a eu Mathieu Colna qui a dirigé des parties du jeu. Il y a des gens qui ont participé aussi. Hein. Je suis pas tout seul. J'ai commencé, j'ai établi les grandes lignes. Mais j'ai pas pu tout faire. C'était trop gros. Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué sur les très gros jeux vidéo. C'est très difficile à faire tout seul. Ouais. Petite ambiance qui redescend, mais tout va bien. Non, oui, je réfléchis à tes paroles. Non, c'est l'aspect où tu médites sur ce qui est dit. Mais oui, c'est ça qui est. Parce que ce sont des projets énormes. En fait, je sais pas si les gens qui vont écouter ce podcast se rendent compte de la quantité de fichiers, de la quantité de scènes, de la quantité de rejouabilité, et donc tout ça intégré au jeu, c'est des semaines et des semaines d'enregistrement. C'est fou, le temps que ça a pris. Et tu vois, si tu es en mesure de diriger ça, tu peux aussi diriger plein de choses. En fait, ça te donne aussi... peut-être que ça t'a aidé aussi à te dire maintenant, je peux tout diriger, tu vois. Je suis tellement pas comme ça. Voilà, non. Là, moi, j'arrive pas du tout. Justement, à chaque fois que j'arrive, je dis vous êtes sûr ? Non, quand même pas. Vous êtes bien sûr de m'appeler moi pour faire ça ? Non, c'est vrai ? Non. Après, c'est que je me sens... Enfin, je suis bien quand je dois diriger un jeu vidéo, j'ai plus peur. Oui. Toi, je sais très bien ce qu'il faut faire, où il faut appuyer. Voilà. Toujours pas. Ça va arriver. Ça va arriver, tu vas voir. À l'intérieur de moi. À la fin. Bah écoute, on va tout doucement finir cet épisode que j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. J'ai vraiment beaucoup passé un très bon moment, merci. Ouais, moi aussi. C'était génial. C'est quoi... Alors, j'ai 2 questions pour la fin. Vas-y, allez. Tout d'abord, c'est quoi que tu dirais au Jean-Philippe quand il était ado, quand il découvrait la vie, jeune adulte? C'est quoi que tu lui donnerais comme conseil Crois en tes rêves, tout va bien se passer. Ok. Voilà. Ok. Toujours rien, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Avec une main sur l'épaule? Ouais, t'inquiète pas, tout va bien. tu vas voir, ça va être cool. Voilà. Ok. Mais crois en tes rêves. Ce petit garçon, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui te rend heureux? Plein de choses. Être avec les gens que j'aime, bien évidemment. Partager. J'adore partager des repas avec un bon vin, une bonne bouffe. Ça me rend très heureux. Et voilà, être avec ma famille, et bien évidemment, mais ça c'est un truc, vraiment, je le dis pas, c'est que je suis heureux quand je suis en studio, quand je suis avec les gens
des professionnels, voilà. Je suis hyper heureux. Quand je suis à la manœuvre, ça me rend très, très heureux. Trop bien. Trop bien. Bah écoute, je te remercie. Merci à toi. C'était un super chouette épisode. Merci d'être venu. Il y a une page RS Doublage de toi, où on peut regarder tout ce que tu as fait comme direction artistique. Donc pour ceux qui s'intéressent à ton travail, vous pouvez aller regarder Jean-Philippe Brière, RS Doublage, et tu as tout ce que... Oui, je la mets à jour grâce à Reynald. Heureusement, il a été hyper sympa et j'essaie de temps en temps de mettre à jour. Je lui envoie, je dis tiens, j'ai fait ça, etc. Il est mignon. Mais je veux rencontrer cet homme. Moi aussi, je veux le rencontrer, mais moi aussi. Vraiment. Ouais. Je lui dis quand t'es à Paris, viens, on prend un café. Et donc voilà, et pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à noter cet épisode si ça vous a plu. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. Il y a un format vidéo de ce podcast qui est trouvable sur YouTube, sur la chaîne de Saltimbanque. Donc voilà, si vous avez envie de vous accompagner visuellement de ce podcast, bah c'est tout à fait possible. Et puis... On est là. Et puis voilà, et puis on vous fait des gros bisous. Bisous. Salut. Bisous.